Bonjour et bienvenue dans l'émission Tout en couleurs, un programme de divertissement, de partage et surtout de belles rencontres. Au sommaire aujourd'hui, on commencera par les Good News en compagnie de Mohamed Hicham, acteur associatif qui nous parle de la cérémonie du thé marocain. Pour la santé et le bien-être, il est là avec nous. Toufik Benlacheb, pharmacien, nutrithérapeute, naturopathe, nous donnera des conseils pour booster notre immunité en période de virus. Pour la culture Raja Henna, nous fera une démonstration du henné traditionnel lors d'un événement France-Maroc. Et dans l'instant coaching, et oui, maître Besma Maghrebi, avocate fondatrice du cabinet d'avocats BMM, nous parlera de la violence conjugale. Bonjour à tous les deux. Bonjour Besma. Bonjour Inda. Comment allez-vous? Ça va, merci. Aujourd'hui, dans Tout en couleur, tout un programme. Bonjour Toufik. Bonjour Inde, ça va? Ça va avec son sourire. Bonjour Inde, ça va. On va commencer d'ailleurs l'émission par les Good News avec Mohamed Hicham, acteur associatif rencontré lors d'un événement France-Maroc qui nous parle de la cérémonie du thé marocain. Le thé à la menthe est la boisson préférée des Marocains. C'est un rituel d'hospitalité, de convivialité, un moment agréable pour faire connaissance et pour discuter. On regarde ensemble. Bonjour, alors aujourd'hui avec l'association Malhaba, nous sommes au Maroc, 100% Maroc, et là je suis sur le stand du thé à la menthe. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Je m'appelle Mohamed Hicham, je suis acteur associatif dans l'Île-de-France, coordinateur des compétences marocaines du monde. Là, je présente le thé à la tradition marocaine. Le thé à la tradition marocaine, il a des rites spéciaux. Ça veut dire que le thé, c'est l'accueil, le bien-être, c'est tout ce qu'on peut imaginer de ramener tout le monde autour d'un verre de thé à la menthe. La préparation, en passant à la préparation. Là, dans la théière, j'ai mis du thé, je l'ai fait bouillir en premier lieu pour enlever les déchets. Vous voyez, le premier jet, on ne le met pas. Vous voyez, elle est noire. Alors, le premier, on ne le met pas. Alors, on remet de l'eau chaude. Et on le met sur le feu pour l'ébullition un petit peu. Vous voyez, c'est des étapes. Le thé est là des étapes pour que ce soit un thé bon. Vous voyez, là, on est en train de préparer le thé à la tradition marocaine avec de la menthe et de fleurs d'oranger. Fleurs d'oranger, comme vous avez senti tout à l'heure, je vous ai donné, c'est un parfum traditionnel qui est neutre. Et là, sans alcool, ça veut dire naturel, le fleur d'oranger. Maintenant, on va passer à la deuxième étape. Quand notre thé est prêt, on va mettre de la menthe. La menthe fraîche, vous voyez, c'est la menthe fraîche qu'on a mis. Et après, on met du sucre. Normalement, on prend le pain à sucre. Pour faciliter la tâche, on met le sucre du thé qui est là, présent. Alors, maintenant, notre
tiers, elle est prête. Vous voyez? La première. Et on remet 2 fois, 3 fois pour que ça mélange le fond. Vous voyez? Et maintenant, ça y est, la 3e fois, on va servir les personnes dans des verres comme ça. Pas trop, vous voyez, le thé se boit comme ça. Pas trop plein, pas trop moyen. Ça veut dire qu'un verre de thé, ça se présente comme ça. À votre santé. Alors, l'essentiel, c'est que l'accueil avec le thé à l'amande, ça c'est comme ça, traditionnellement marocain. Et merci. Merci à vous, l'accueil chaleureux. Merci Mohamed Hicham. On se régale ici hein, sur le plateau de Tout en couleur. Alors Toufik, le thé pour vous, ça représente quoi? Le thé, c'est un excellent produit pour la santé. Ouais. Mais malheureusement, nous consommons, nous, en tant que communauté, les plus mauvais thés. Premièrement, il y a beaucoup de pesticides. Ce n'est pas des thés biologiques. En général, on achète le thé pas cher. Et donc, automatiquement, il n'est pas de très, très grande qualité. Et puis, la façon de le préparer, on n'a pas encore appris à boire du thé sans sucre. Le jour où on va apprendre à boire du thé sans sucre ou avec un petit peu de miel, oui, ce que j'allais dire, ça passera. Mais là, c'est une hyperglycémie provoquée directe, surtout avec du pain à la marocaine. Ah, ils mangent beaucoup avec le pain. Oui, le thé, au Maroc, ils prennent beaucoup de thé avec du pain et les deux sont hyperglycémiants. Et bon, comme il a dit Dr El Fayed, ça à l'époque où les Marocains étaient pauvres. Maintenant, ils peuvent manger le pain avec le reste, avec les plats et tout, mais pas avec le thé. Et chez nous, en Algérie, quoi, avant, mais maintenant, je ne sais pas, avant, les gens mangeaient le pain avec la limonade. On met le pain un peu partout, hein. Pain avec les pâtes, pain avec le couscous, pain à toutes les sauces. Hein. C'est une habitude, mais c'est pas une bonne habitude. C'est une très. Moi j'ai vu, ça fait pas longtemps, un copain manger du riz avec du pain. Oui, je sais. Ou des pâtes avec du couscous avec du pain aussi. Ben oui, c'est ça, exactement. C'est mauvaise habitude. Le pain, il est un petit peu partout et c'est un peu de trop. Donc, alors, le meilleur thé que vous avez vu, c'est où? C'est chez les Touaregs. Chez les Touaregs. Dans l'extrême sud algérien, ils le font vraiment à l'ancienne. Premièrement, l'eau était de très très bonne qualité. La menthe là-bas était exceptionnelle. Et puis le cérémonial, comment ils le préparent. C'est-à-dire, alors, il faut attendre une demi-heure pour boire le thé. Ils le préparent, ils l'oxygènent, ils l'aèrent, ils répètent et tout. Mais comme tout, il y a plusieurs facteurs qui font qu'un produit il est bon. Premièrement, l'eau doit être de bonne qualité. On peut ramener le meilleur thé au monde. Si l'eau n'est pas de bonne qualité, ça ne passera pas. Deuxièmement, la menthe c'était de la menthe locale là-bas, qui est gorgée de soleil et tout. Donc, tout était bon. Mais le seul bémol, c'est qu'ils mettent du sucre aussi. Ouais, bon, voilà. C'est comme ça. Mais bon, après, la menthe est de très grande qualité et le thé aussi. Ah oui. Donc ça, c'est important. C'est important. Mais le meilleur thé pour la santé, c'est le matcha. Oui, le matcha. Donc, c'est du thé vert fermenté. Ouais. Et c'est là où il y a le plus de polyphénol, le plus d'antioxydants. D'ailleurs, c'est un thé qui prévient beaucoup de cancers. Ouais. Et c'est le plus cher. Alors, le thé à l'amande, vous aimez ça?
Alors moi, ce que j'aime avec le thé, c'est surtout son côté convivial. Ouais. On boit le thé lorsqu'on se réunit, lorsqu'on est en famille, lorsqu'on est avec des amis. C'est surtout cet aspect du thé que j'aime énormément. Le thé du bonheur. Voilà. Exactement, le thé de l'amitié, le thé de la famille, le thé de la détente. C'est vraiment c'est censé être un moment agréable. On partage des moments agréables lorsqu'on boit du thé, donc c'est plutôt... La convivialité. Oui. Alors justement, là, on va passer au bien-être, à la santé et au bien-être, avec notre ami Toufik Benlachem, qui est pharmacien, nutrithérapeute, naturopathe. Il vient aujourd'hui nous donner des astuces, des conseils pour booster notre immunité, surtout pendant les périodes de virus. Bon, on en est toujours dans les virus, entre le Covid qui n'est pas parti, la grippe... Les virus ne sont pas nos ennemis. On doit vivre avec les virus. Il y a un échange de messages entre les virus, les bactéries et le corps humain. Seulement, il ne faut pas qu'il y ait une prédominance de l'un sur l'autre. Mais le plus important, c'est de préparer son corps. C'est comme par exemple, vous allez faire un semi-marathon. Si vous n'êtes pas prêt, si vous n'avez pas fait d'entraînement, si vous n'avez pas fait de sacrifice, vous ne pourrez pas faire 5 km. C'est la même chose. Notre corps, on doit le préparer à tout moment. Pas seulement en hiver, mais à tout moment. La première des choses pour préparer un corps, c'est simple. C'est d'arrêter de manger des produits toxiques. Ce que j'appelle, moi, arrêter le robinet des produits toxiques. Voilà. Fermer le robinet des produits toxiques. Les produits toxiques, maintenant, tout le monde les connaît. C'est la junk food, tout ce qu'on mange là, la fast food, la fast mood, comme on l'appelle. Voilà. Sucre, sucrerie, voilà. Les laitages industriels. Maintenant, on sait que les laits pasteurisés sont très mauvais pour la santé parce qu'il y a une détérioration des protéines du lait quand ils sont très très chauffés. Maintenant, il y a surpasteurisation. C'est comme si il faut éliminer toute trace de microbes dans ce que nous mangeons. Et puis l'abus de pâtes, l'abus de pain, l'abus de viande, l'abus, voilà. Les mauvaises graisses. Les mauvaises graisses, surtout les graisses trans. Quand on parle d'huile, on parle d'huile d'olive, il faut que ce soit des huiles d'origine naturelle, expression à froid, spécialement l'huile d'olive et tout, ultra vierge, mais surtout pas des huiles saturées. Bien sûr. Et l'huile d'olive, quand on la chauffe, elle devient saturée. Oui, voilà, donc, mais beaucoup ne le savent pas, puisque dans les cuisines méditerranéennes, on utilise l'huile d'olive à toutes les sauces aussi. On met à la fin, on met un petit peu pour un. Après, il faut mettre à la fin, il faut mettre de la bonne huile d'olive, mais il faut que les fabricants aussi le fassent. Honnêtement, il faut que ça soit une extraction à froid. Voilà, les huiles. Éviter les laitages. Quand je dis ne mangez, je dirais pas ne mangez pas, mais évitez. Ne mangez pas 4-5 yaourts par jour. Parce que c'est pro-inflammatoire. D'ailleurs, les enfants qui prennent des produits lactés, beaucoup, dès qu'on arrête les laits, les rhinopharyngites disparaissent. C'est vrai. Comme par magie. Donc, il faut premièrement... Le robinet, il faut le fermer et passer à autre chose. Il faut sélectionner l'alimentation, aller beaucoup plus vers une alimentation vivante. C'est-à-dire qu'il faut manger beaucoup de légumes, pas beaucoup de fruits. Parce que les gens, quand on dit végétariens, ils feront beaucoup plus frugivores. Ils mangent beaucoup plus de fruits. Manger beaucoup plus de fruits, c'est manger beaucoup de sucre. Surtout avec les fruits maintenant, c'est sélectionné sur l'indice glycémique. Les vrais fruits, il ne faut pas qu'ils soient vraiment trop sucrés. Sinon, ça devient des bonbons. Le fructose, le corps humain ne sait pas utiliser le fructose, il sait le stocker. Et donc, même en mangeant beaucoup de fruits, on peut grossir. Donc, il faut surtout des légumes, toutes sortes de légumes. Il faut varier, il faut que ça soit coloré, du vert, du rouge, tout ce qui s'ensuit. Toutes les couleurs. Voilà ce que j'allais dire. Tout en couleur, oui. Tout en couleur. Et il faut éviter, bien sûr, quand on mange les mauvaises habitudes, d'avoir une bouteille de limonade à côté pour ne pas citer les marques. Allez, on va les épargner pour ne pas les citer. Voilà, parce que chez nous, dans notre communauté, il y a toujours une bouteille de limonade qui traîne quelque part sur la table. Quand on a des invités, il y a toujours des... comme ça. Gazeuse. Gazeuse, voilà. Voilà. Donc, il faut passer à l'eau. Et maintenant, si on passe à l'eau,
une autre fois, on va parler de la qualité de l'air que nous respirons, parce que le premier aliment, c'est l'air. Hein. Ouais. C'est pas le... Ouais, Après, là, le deuxième aliment, c'est de l'eau. Nous sommes composés à 85% d'eau au moins. Et donc l'eau, c'est le premier aliment le plus important. Et pourtant, on achète des bouteilles en plastique bourrées de perturbateurs endocriniens, bourrées de plastique. Tout le monde maintenant déconseille ça. Alors que les gens n'investissent pas dans un filtre à la maison, c'est-à-dire une petite station de traitement d'eau. Voilà, on traite l'eau à la maison et après on n'achète plus de bouteilles. Il y a maintenant, sans citer de nom, il y a des filtres à charbon qui donnent, il y en a beaucoup, qui donnent une eau exceptionnelle. C'est-à-dire on peut investir 400-500 euros pour toujours, c'est pas cher. Puisqu'on peut acheter des baskets à 200-300 euros et des téléphones à 1500 et des trucs comme ça. Et les gens, donc l'eau, c'est très important. Il faut que les gens prennent conscience et passent à autre chose. Quelle eau je dois avoir à la maison? Premièrement, c'est économique et puis c'est pas encombrant. Moi, je vois les gens, ils sont tout le temps en train de prendre des fardeaux d'eau, ils sont en train de les ramener. Non, pourquoi? Le premier pays qui a commencé à vendre de l'eau en bouteille, c'est qui, à ton avis? La France? C'est la France. Et maintenant, les grands groupes multinationaux, le premier vendeur d'eau minérale, c'est dans le monde, c'est Nestlé. Nestlé, même maintenant, il filtre de l'eau. Là où il n'y a pas d'eau, il le filtre, il le met en bouteille, il le vend. Pourquoi eux, ils me le filtrent? Je le filtre tout seul à la maison, puisqu'il y a cette possibilité. Donc ça, c'est important, d'avoir justement cette usine filtrante, on va dire, usine, entre guillemets, cet appareil qui filtre une petite station. C'est une petite station, il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs solutions, il faut juste chercher une petite station, une osmose inverse, un truc comme ça. Et pour avoir une eau de qualité, cette eau, premièrement, va protéger le corps de l'intérieur, les cellules, de l'extérieur, quand on se douche, va protéger les vêtements, va protéger les machines qu'on a, la machine à laver, la machine à café et tout, parce que c'est une eau où il va pas y avoir de calcaire, elle va être décalcarisée complètement. Et puis, c'est une eau de qualité. Après, on peut mettre un peu de citron. Voilà. Alors, Toufik, vous avez parlé donc de l'alimentation, éviter de manger trop gras, trop sucré. Vous avez parlé justement de l'eau, donc l'importance de l'eau. Le sommeil. Oui, le sommeil. Le sommeil, c'est le moment où le corps se répare. C'est comme si on fait rentrer la voiture chez le mécanicien. Le soir, chaque soir, la voiture, elle rentre chez le mécanicien, il répare. C'est comme les avions quand ils font de long trajet. Ils vont, le soir, le corps se répare. Je ne suis pas placé parce que moi, je suis quelqu'un qui veille, mais je demanderai aux gens de respecter les heures de sommeil, dormir le plus tôt possible. On dit 7 heures. 7 heures de sommeil, normalement. Voilà, 7 heures, il y a les petits dormeurs, il y a les grands dormeurs, mais du moins, il faut dormir au moins avant minuit. Voilà. Oui, c'est ça. Maintenant, par les temps qui courent, minuit, c'est 8 heures. Oui, c'est ça. Ce qui est assez ironique quand on voit que nos médecins urgentistes, les pauvres, si on arrive à leur octroyer 3 heures de sommeil par nuit, voire toutes les 48 heures ou 72 heures. C'est le métier le plus difficile, c'est les urgentistes. Donc ceux qui sont censés nous sauver et nous protéger, et tout le corps médical à côté. On met en danger leur... Il y a aussi les infirmiers, les aides-soignants, tous les gens, bravo aux gens qui travaillent le soir. Chapeau. C'est ça. Il faut rendre hommage à ces gens-là qui se sacrifient pas pour toujours de gros... Et c'est souvent des professionnels de santé qui sont là pour nous protéger notre santé, justement, et nous aider à... Il faut leur rendre hommage. Donc, le sommeil est hyper important. Donc, c'est là où on va fabriquer la mélatonine. Et la mélatonine n'est pas seulement pour dormir. On vient de découvrir à la mélatonine 1001 vertus. La mélatonine fabrique la sérotonine, l'hormone du bonheur. Et la mélatonine protège des cancers. Mélatonine, quand on prend de la mélatonine à forte dose, c'est un anticancéreux. Maintenant, c'est reconnu par les recherches et tout. Mais bien sûr, bon, c'est pas rentable. Donc, ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est une autre histoire. Donc, dormir, c'est se réparer. Voilà. C'est-à-dire, tous les organes se réparent. Donc, il faut avoir un bon cycle de sommeil. Parce que c'est comme ça. Nous sommes nés pour dormir le soir et se réveiller la journée. Autre chose, le sport. Le sport, comme le dit M. Curté, est un polymédicament. Le sport, il fait tout. On n'a pas, c'est par exemple, si des gens pratiquent le sport régulièrement, c'est-à-dire la marche, le fait de marcher
40 minutes ou 1 heure par jour, 5 jours par semaine, ça évite à peu près, on va éviter 30% d'hypertendus, 30% de diabétiques, 30%, mais bon, tout ça, c'est des manques à gagner pour big. Donc, il ne faut pas en parler. Voilà. Non, mais c'est important. Chacun défend, mais c'est important, ses intérêts. Justement, ça. La marche, c'est gratuit. Moi, des fois, on me pose la question, ils me disent, les gens t'appellent du bled, les gens n'ont pas les moyens, on ne demande pas aux gens d'avoir les moyens, on demande aux gens d'être super conscients. Ouais, l'état de conscience est très important, on demande aux gens d'être super conscients. Super conscient, c'est quoi? C'est très simple. Il y a des choses qui sont gratuites, qui sont données par Dieu. Marcher, c'est gratuit. Bah allez, voilà. Jeûner, c'est gratuit. S'exposer au soleil, c'est gratuit. Donc tout ça, c'est gratuit. Dormir à des heures, respecter son rythme nictéméral du sommeil, c'est gratuit. Donc tout ça, on peut le faire. On n'a pas besoin d'argent. Et manger moins, c'est économique. Oui. Je pense qu'on a surtout besoin de les éduquer à prendre conscience de l'importance de préserver leur santé. Si on arrive à un état de surconscience, c'est-à-dire chaque fois que je vais faire quelque chose, je me dis est-ce que c'est bon ou c'est pas bon pour moi, ou c'est bon ou c'est pas bon pour mes enfants. Là, je vois les mamans, le bébé, il pleure, tiens le téléphone, hop là, il est émerveillé, mais ça bloque. L'enfant, c'est une catastrophe maintenant chez les enfants. Il y a de plus en plus d'enfants autistes à cause de ça, qui commencent à rentrer dans le spectre autistique parce que les mamans, elles sont là pour donner leur téléphone ou leur tablette à l'enfant pour le calmer, pour je ne sais pas pourquoi. Et donc maintenant, rien que c'est des publications, c'est des trucs, il y a des gens il y a des lanceurs d'alerte. Donc dès qu'on enlève ça à l'enfant, il rentre plus ou moins dans la norme. Autre chose, pour booster l'immunité, il faut éviter les carences. Bien sûr. Parce qu'il y a l'intoxication, après il y a les carences. Les carences, le nutriment, l'un des nutriments les plus importants, et puis Dieu nous l'a donné comme ça gratuitement, c'est la vitamine D3. C'est l'hormone solaire, c'est même pas une vitamine, c'est une hormone. Et elle touche, elle va jusqu'à l'ADN. Elle manipule même notre ADN à l'intérieur, et sans D3, on est foutu. Il y en a même qui veulent l'interdire. Voilà, la vitamine D3, la complémentation en vitamine D3, c'est hyper important, surtout l'hiver, surtout que les gens ne vont pas au soleil, tout le monde est à la maison. Si de la D3 pouvait venir par les écrans, on serait pas, on va pas avoir de déficit. Donc la vitamine D3, elle est importante. Le zinc est hyper important. Ben, on l'a appris pendant la période du Covid. On y est encore en France, le Covid. Bien sûr, il n'est pas dans parti. Le Maghreb, ils l'ont oublié, il n'existe plus, il n'y a plus de Covid. En Algérie, il n'y a plus de Covid, personne n'en parle, il n'y a pas de gens hospitalisés pour le Covid. Pourtant, on parle de 14% de vaccinés. Par contre, la Tunisie, ils ont beaucoup vacciné, ils ont plus de malades. Maintenant, c'est connu que ça protège de rien du tout. Donc, le zinc, la vitamine C. Pourquoi on demande aux gens, le magnésium, il est hyper important. Le magnésium, c'est le minéral du bonheur. C'est le minéral de l'énergie. Donc, sans magnésium, on ne peut pas avoir de l'énergie. La vie, c'est l'énergie. Bien sûr. S'il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas la vie. D'ailleurs, la mort, c'est énergie zéro. C'est-à-dire, enfin, ça y est, les mitochondries, ça s'arrête, les ATP, il n'y en a plus, ça s'arrête, l'eau ne fonctionne, rien ne fonctionne, c'est ça. Donc, et dans la fabrication de l'énergie, c'est magnésiodépendant. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de magnésium, on ne peut pas. Et le problème du magnésium, c'est que tout ce que nous mangeons est pauvre et carencé en magnésium, parce que les sols sont carencés, parce que les méthodes d'extraction, voilà, les méthodes de plantation, tout, parce que les sols, ils ont tué les sols maintenant. Maintenant, il n'y a que des pesticides, il n'y a plus le microbiote du sol n'existe plus. C'est les bactéries qui fabriquent, qui arrivent à toute sélection. Donc, les sols sont pauvres. Les plantes sont pauvres, les nutriments sont pauvres, donc nous mangeons des aliments pauvres en tout. Voilà. Donc jusqu'à 80% de la population mondiale est carencée en magnésium. Et donc, d'où la supplémentation est obligatoire. Il y a aussi les oméga 3 qui sont
qui ont une action anti-inflammatoire, qui ont une action immunostimulante et qui ont une action constituante. Parce que c'est les oméga 3 qui constituent nos membranes cellulaires. Et c'est ça qui fait. C'est aussi, moi j'appelle ça l'huile du bonheur. Quand on prend des oméga 3, avec le temps, on voit que ça change. C'est-à-dire on devient plus sain, on devient plus... On est plus souriant. Voilà, il faut, parce que toute maladie est une inflammation. C'est-à-dire quand le cerveau n'est pas bien, c'est qu'il y a une inflammation du cerveau. Et l'une des actions des oméga 3, surtout la riche en DHA, c'est qu'il y a une action anti-inflammatoire un peu partout, hein, immunostimulante et tout. Et aussi les oméga 3, on les trouve nulle part, mis à part manger chaque jour une boîte de sardines, huile d'olive du Maroc, avec son huile. Avec son huile, et à condition que cette sardine ne soit pas de bonne qualité. Ne soit pas chauffée à l'origine. Donc, on est obligé de supplémenter, de donner des capsules. Et la dernière des choses, qui est vraiment, on appelle ça the miracle cure, et c'est dans le monde entier, il y a des centres de cupping thérapie. Il y a des centres, ce qu'on appelle la hijama. Attention, il y a Maître Maghribi là. Elle est immunostimulante. Je sais que c'est interdit. Je vais être obligée de faire un petit rappel. Pour le coup, si vous évoquez la cupping thérapie, je pense que... Le seul pays au monde qui interdit une médecine qui a 5000 ans d'histoire, je ne pense pas que la médecine chinoise se trompait. Je ne pense pas que la médecine indienne s'est trompée. Je ne pense pas que l'être humain s'est trompé depuis 5000 ans. Je ne pense pas que les États-Unis se trompent. Je ne pense pas que tous les pays qui autorisent ça, qui ont des centres, et moi je l'ai pratiqué, c'est un truc qui est hyper efficace, c'est stimulant, c'est antalgique, ça soulage tout, c'est interdit, on ne va pas le faire. Alors c'est interdit, exactement. La France, alors contrairement à ce que vous venez de dire, malgré le fait qu'il y ait énormément de pays qui reconnaissent tous les pays, sauf la France, qui reconnaissent cette pratique, la France considère que en ce qui concerne la cupping thérapie, ça ne fait pas partie des données acquises de la science qui peuvent être considérées comme une médecine qu'on peut pratiquer de manière légale. Oui, mais la science passe son temps à se tromper. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, et là où c'est quand même extrêmement grave, c'est qu'en France, c'est considéré comme étant de l'exercice illégal de la médecine pour les personnes qui la pratiquent. On a tous les conseils de l'ordre qui se sont positionnés. Le conseil de l'ordre des médecins s'est positionné en disant que c'était l'exercice illégal de la médecine et qu'elle ne reconnaissait pas du tout cette pratique. On a également le conseil de l'ordre des kinés qui ne reconnaît pas cette pratique. On a le conseil de l'ordre des infirmières qui ne reconnaît pas cette pratique. Et aujourd'hui, toutes les personnes qui pratiquent la hijama, la cupping thérapie en France, sont en danger parce que c'est une sanction pénale, elles encourent des peines de prison, une lourde amende. Et je pense que c'est important de le dire, donc je suis désolée, mais je me permets de rebondir, parce qu'aujourd'hui en France, et surtout depuis 2019, vraiment c'est important de le dire, depuis 2019, on a des personnes qui ont été condamnées à des peines de prison, qui ont fait l'objet de perquisitions, qui ont fait l'objet de garde à vue, qui se sont retrouvés renvoyés devant le tribunal correctionnel et condamnés. Donc c'est important. Je comprends que c'est une science et que c'est un art qui est pratiqué dans énormément de pays dans le monde et qui est aimé par beaucoup de personnes. Par l'OMS. Et l'OMS nous dit que c'est une médecine qui soigne. Mais hélas, en France, on est obligé de respecter les règles de droit. Et tant qu'on n'a pas de cadre juridique clair qui permet de poser les choses et qui surtout permet de mettre les praticiens en sécurité, en tout cas moi personnellement et les tribunaux aussi, invitent les personnes à ne pas pratiquer la cupping thérapie dans le cadre professionnel. Dans le cadre privé, c'est autre chose. Mais dans le cadre professionnel, faites attention, ne pratiquez pas, parce que qu'elles soient humides ou sèches, elles encourent des poursuites pour exercice illégal de la médecine. Et les dernières condamnations, on est à du 7-8 mois de prison. Et là, on n'a pas de message véhiculé par rapport à ça. On ne les met pas en garde, les personnes, et c'est très très grave. Quand les personnes se retrouvent avec des perquisitions dans leur salon, elles ne comprennent pas. Et j'ai accompagné une personne j'en ai accompagné plusieurs, mais notamment la semaine dernière, où la personne devant l'officier de police disait « mais je ne savais pas que c'était interdit ». Justement, ce qui est juste, c'est une chose, et ce qui est réglementé, c'est autre chose.
Alors là, on va faire la distinction mais là, entre la morale et le droit. Mais est-ce que le droit doit s'affranchir de la morale? Ça, c'est une autre question. Moi, personnellement, je considère qu'il faut respecter les règles de droit et qu'on ne peut hélas pas inciter les personnes à pratiquer une pratique qui est considérée comme étant illégale en France. Qu'ils n'aillent pas devant les tribunaux. Exactement. Mais moi, mon rôle, c'est de dire aussi comment on peut autoriser le piercing, le tatouage par des gens qui s'est fait dans des conditions incroyables. Quand on voit le nombre de gens tatoués dans la rue, on autorise ça. Et puis pour quelques petites ventouses, même sèches, c'est pas autorisé. Parce qu'on considère, parce que la France considère que la cupping thérapie est un acte médical et que l'acte médical relève de la compétence exclusive du médecin. Non, mais même le médecin ne peut pas le faire. Et donc on a des personnes aussi qui nous ont dit mais moi je ne pose pas de diagnostic, j'essaye pas de soigner, j'apporte juste du bien-être. Sauf que lorsqu'on essaye d'apporter du bien-être avec par exemple la ventouse sèche, eh bien très souvent on se retrouve à devoir dire aux gens mais exactement ce que vous venez de dire, si vous pratiquez ça vous allez vous sentir mieux, ça peut vous soigner, ça peut soulager un mal. Et ça, c'est interdit. Parce c'est anti-commercial pour Big Pharma. Parce qu'à partir du moment où ça ne fait pas partie des données acquises de la science et qu'on n'a pas des éléments scientifiques qui démontrent que scientifiquement ça apporte et ça améliore la santé des gens, c'est considéré comme étant interdit. Donc sur le plan juridique, je suis d'accord avec vous. C'est interdit, mais sur le plan scientifique, c'est prouvé que c'est hyper efficace. Ça, c'est autre chose. Et l'humanité ne s'est pas trompée depuis 5000 ans. La France nous dit que non, nous dit que ça ne fait pas partie des données acquises de la science et qu'à partir du moment où les bienfaits scientifiques n'ont pas été reconnus, eh bien on ne peut pas considérer ça comme étant une pratique, comme étant un art médical que les professionnels de santé peuvent exercer. Bon, ben on va passer maintenant au henna. On va passer à la culture pour vous séparer tous les deux. On va faire un débat la prochaine fois. Un autre débat. Voilà, c'est mieux. Exactement. Et on va faire un débat spécial hijama, cupping. OK? Merci beaucoup d'avoir averti les gens. Parce que beaucoup de gens qui ne le savent pas. Non, mais je pense que c'est important parce qu'on a beaucoup de personnes qui pratiquent et qui savent pas. Moi, je sais qu'il y a des gens... Il y a plein de gens qui viennent me dire « Pourquoi tu ne le fais pas ?» J'ai plein de... Ils me connaissent, ils me disent pourquoi tu ne le fais pas. Quand je dis aux gens je ne le fais pas parce que c'est interdit et je cours apparemment 40 000 € d'amende ou même plus, je risque d'aller en prison, les gens ne peuvent... Ils ne comprennent pas. Ils comprennent pas. Ben oui. Je leur dis tu veux un hijama? Va chez toi. Voilà, exactement. Voilà, la conclusion, c'est que dans le cadre privé, vous avez le droit de la pratiquer, mais vous n'avez pas le droit d'en faire un commerce. Voilà, merci Maître Maghrebi, merci Toufik pour cette partie du bien-être. Maintenant, on va passer à la culture, si vous voulez bien, avec Raja Henna qui nous fait une démonstration de henné traditionnel. On regarde. Bonjour à tous, me voilà au stand de henné naturel avec Raja. Bonjour Raja. Bonjour. Alors, pouvez-vous vous présenter? Depuis quand faites-vous le henné? Alors moi j'aime le henné, ça fait une dizaine d'années que je fais ça. Ça a commencé par la passion, mais vraiment je m'épanouis vraiment dans ce métier-là. C'est un métier que je trouve bien parce qu'on est toujours dans des bons événements. C'est toujours une naissance, un mariage. Vraiment, c'est toujours des bons événements entre femmes. J'aime beaucoup ce métier. C'est votre maman qui faisait le henné ou... Alors, rien à voir. Moi, je faisais de la calligraphie arabe et de fil en aiguille. Ça m'a amené au henné. Donc, comme on dit, mktoub, quoi. C'était vraiment... Alors c'est henné naturel, parce que je sais qu'il y a des hennés qui sont un peu artificiels, chimiques, mais là c'est vraiment le henné naturel, vous pouvez nous en parler? Alors absolument, c'est un henné et je tiens vraiment à le préparer moi-même, comme ça j'ai la texture qui me plaît. C'est un henné vraiment naturel qui ne contient que de l'eau, du sucre et des huiles essentielles d'eucalyptus, de lavande, de titri, ça peut varier, mais il n'y a aucun colorant, il n'y a aucun conservateur. C'est pas des hennés chimiques ou instantanés comme on voit beaucoup dans le commerce en ce moment. Ça peut durer combien de temps quand on fait un henné comme ça? Alors je dis toujours que c'est comme le bronzage. Voilà, c'est entre 7 et 10 jours sur la main. Plus on va l'hydrater et plus on va hydrater et plus il va tenir longtemps. Voilà. Donc c'est vraiment comme le principe du bronzage. Les mariées, elles préfèrent quel modèle, quel genre de modèle?
Alors les mariés, en ce moment, c'est beaucoup la tendance fessie. Donc tout ce qui est modèle un peu géométrique. Et en ce moment, vraiment, c'est le modèle qui est le plus demandé, vraiment chargé, le traditionnel marocain, quoi. Ah oui. Traditionnel marocain, un peu comme celui-là? Vraiment encore plus chargé, vraiment il y a toute la main, tout le pied, c'est vraiment... Mais c'est vrai que comme celui-ci aussi est beaucoup demandé pour les filles qui préfèrent quelque chose de plus léger, et c'est fait un peu façon bijou, comme ça on allie la tradition et la modernité. Voilà. Raja, on peut vous trouver où? Alors moi je suis située à La Courneuve et je me déplace en région parisienne. Donc on me trouve facilement sur Instagram et il y a toutes les informations, les tarifs, comment prendre un rendez-vous, etc. Raja, c'est ça, Raja Henna. Voilà, Raja Henna. Ouais. C'est super, en tout cas, je vois ça, hein, henné naturel, vraiment. Moi, je veux tester. Alors, on y va? Quel modèle pour moi? Moi, je vous vois bien avec le modèle traditionnel, fleuri, simple, élégant, raffiné. On va faire ça en toute finesse parce que c'est un cône que je fais moi-même, donc l'ouverture est très fine, donc ça fait pas un henné très pâteux, très... On peut faire du détail, quoi. On attend combien de temps pour que ça sèche? Alors, il faut une vingtaine de minutes pour que ça sèche. Et ensuite, il faudra le garder un maximum de temps sur la peau et le laisser s'effriter par lui-même. Et puis, surtout, ne pas toucher l'eau, un minimum de 6 heures. C'est ça, voilà. On n'est pas obligé de garder la croûte, mais bien sûr, si on la garde, ça sera plus beau. Mais il faut éviter au moins de toucher l'eau, minimum de 6 heures, pour avoir une belle couleur, parce que le henné va s'oxyder. C'est-à-dire qu'on va le poser. Aujourd'hui, il sera orange très très clair. Le lendemain, il va avoir une couleur un peu plus rouge. Et le surlendemain, ça passe sur un brun foncé. Voilà, donc ça dépend des peaux. Entre 48 et 72 heures minimum pour avoir un beau rendu. Donc les mariés en général qui passent à la mairie le samedi, je les tatoue le mercredi ou le jeudi soir. Voilà. Alors, la cérémonie du henné est incontournable dans le mariage oriental. Le terme henné vient du mot arabe henna, lui-même qui vient de l'hébreu hen, dont la signification est trouver grâce. La cérémonie du henné doit aider la mariée à trouver grâce aux yeux de son époux. Alors maintenant, on va passer à l'instant coaching avec Maître Maghrebi Besma, avocate fondatrice du cabinet d'avocats BMM, spécialisée en droit de la santé, droit pénal, droit des étrangers, du travail et de la protection sociale et aussi du droit de la famille. Donc Maître Maghrebi, aujourd'hui on a décidé de parler de violences conjugales. Absolument, oui, on parle des violences conjugales parce que c'est un fléau qui touche notre société aujourd'hui qui est dramatique. On a beaucoup trop de personnes qui sont victimes de violences. Si je peux donner quelques chiffres, ils sont assez accablants et j'ai même envie de dire que c'est dramatique. On a 213 000
femmes qui sont victimes de violences conjugales chaque année, mais qui sont victimes de violences conjugales de la part de leur conjoint et de leur ex-conjoint. Donc 213 000 femmes, c'est énorme. On a aussi, là, par exemple, pour l'année 2021, 113 femmes qui ont été tuées par leur conjoint ou leur ex-conjoint. On a 91% des victimes de violences et d'agressions sexuelles qui connaissent leur agresseur. C'est vraiment, on a des chiffres qui sont accablants et qui sont dramatiques aujourd'hui. Alors, au niveau du droit pour ces victimes de violences conjugales? Alors, au niveau du droit, ce qu'il faut savoir, c'est que le fait de se rendre coupable de violences conjugales ou de violences sur votre ex-conjoint, c'est une infraction pénale qui est réprimée par l'article 222-13 du Code pénal, pour laquelle on encourt 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Après, la difficulté, c'est qu'on a, et c'est toujours le même problème, c'est qu'on a de jolis textes, on a de jolies règles de droit qui sont posées, mais concrètement sur le terrain, est-ce que c'est appliqué? Eh bien non, ce n'est pas toujours le cas, pour la simple et bonne raison que très souvent, les femmes qui sont victimes de violences conjugales n'ont pas les preuves pour réussir à faire condamner l'auteur des violences dont elles sont victimes. Et la difficulté se trouve déjà au départ, lorsqu'elle passe les portes du commissariat. Donc moi, si je peux faire passer un message aujourd'hui, ce serait vraiment, on a besoin que la police soit réformée, que la police soit formée à ce que lorsqu'on a une femme qui passe la porte d'un commissariat et qu'elle explique qu'elle est victime de violences conjugales, on arrête de lui dire « Eh bien écoutez, c'est facile, vous avez qu'à partir » ou écoutez, vous aviez qu'à… Alors j'ai entendu une fois quand même une personne qui est venue à mon cabinet qui m'a dit je ne retournerai plus et je ne mettrai plus jamais mes pieds dans un commissariat parce que le policier m'a dit eh ben, vous n'aviez qu'à mieux choisir votre conjoint. Donc c'est des choses qui sont quand même grave, inadmissibles. C'est intolérable lorsqu'on sait qu'on a plus de 94 000 femmes aujourd'hui qui sont aussi victimes de viol ou de tentatives de viol, de se retrouver accueillies de la sorte dans un commissariat qui est quand même le lieu censé recueillir les plaintes des victimes et censé apporter les premières aides. Maintenant, le conseil que je pourrais donner aux personnes qui sont victimes de violences conjugales, ce serait essayer d'avoir des preuves, de cumuler un maximum de preuves. Je sais que c'est compliqué. Quand on parle de preuves, on parle de coups, de photos, on parle de quoi exactement? Alors voilà, ça peut être… Alors déjà, quand on parle de violences conjugales, on ne parle pas forcément de violences physiques. Ouais. Les violences conjugales, ça peut être des violences morales, ça peut être des violences économiques, ça peut être aussi les violences bien évidemment physiques. Ouais. Et ça peut être exactement aussi du harcèlement et c'est aussi prévu par le code pénal. Et lorsqu'on est… quand on est victime, les preuves, ça peut être tout élément de preuve. Il faut constituer ce qu'on appelle un faisceau d'indices qui va laisser supposer qu'on est victime de ces violences-là. Donc ça peut être des témoignages, ça peut être des photos, mais si vous prenez des photos, essayez de faire en sorte de prendre des photos datées. Alors souvent on me demande mais comment je fais pour avoir une photo datée? Le journal du jour, on n'y pense pas toujours, mais prenez le journal du jour, il y a la date et prenez-vous en photo comme ça. C'est incontestable, la date est quasi certaine. Ou sinon, l'idéal, lorsque vous en avez la possibilité, c'est d'aller voir le médecin. Vous allez voir un médecin, vous expliquez ce que vous avez subi et le médecin vous fait un certificat, médical descriptif dans lequel on va avoir vraiment les descriptions de toutes les lésions physiques que la personne a eues. Ou au-delà de ça, à part le certificat médical, au-delà des témoignages, c'est vraiment… Tout élément, c'est compliqué de pouvoir en parler, il faut en parler. Beaucoup de femmes n'en parlent pas. C'est ça. Soit elles ont honte, soit par exemple le mari, quand il est avec des amis ou en famille, ne montre pas cet aspect-là. Donc elle a peur qu'on la prenne pour une menteuse. Ou alors, ce sentiment de honte fait qu'elle a un blocage et qu'elle ne va pas en parler. Exactement, exactement. Et là, vous mettez le doigt sur un élément qui est extrêmement important, la honte. La honte. Et énormément de femmes qui sont victimes de violences, pas forcément violences conjugales, mais de violences, ont honte. Elles ont honte de dénoncer ce qu'elles ont subi. Or, la honte doit changer de camp. C'est l'auteur qui doit avoir honte et certainement pas la victime. Au contraire, les victimes, lorsque vous avez le courage de pouvoir dénoncer ce que vous subissez, soyez-en fiers parce que la honte, justement, par rapport à ça, doit changer de camp. Et c'est un élément qu'on essaye de dénoncer. Il ne faut pas qu'elles aient peur. Mais elles ont peur pourquoi?
elles ont peur aussi parce que notre système est mal adapté. Lorsqu'une femme va dénoncer les violences et qu'elle se retrouve, après avoir réussi le parcours du combattant pour déposer une plainte, elle se retrouve avec un classement sans suite, ou lorsqu'on a un officier de police qui lui dit je ne vous crois pas. Voilà, exactement. La honte s'instaure et puis cette personne-là va peut-être un jour réussir à le dire à une autre personne. Moi, j'ai essayé, mais j'ai été confrontée à un mur, on ne m'a pas cru. Et donc là, c'est là où on a un énorme problème. On a des campagnes qui sont faites pour inciter les personnes à déposer des plaintes, à dénoncer les violences dont elles sont victimes, mais on a un système judiciaire qui ne suit pas. C'est ça le problème, exactement. Et des fois, c'est trop tard. La femme est déjà assassinée, tuée. Donc, 113 féminicides. On a 113 féminicides au jour d'aujourd'hui sur 2022 en France. C'est inadmissible. Énorme. C'est énorme. Ouais. C'est énorme. Et d'ailleurs, je peux même vous donner quelques chiffres par rapport à ça. Sur les femmes qui ont été tuées, on a on a des femmes, mais on a aussi des hommes et on a aussi des enfants qui sont tués dans le cadre de violences familiales. Donc ça ne touche pas que les femmes, mais ça aussi je pense que c'est important de le dire. C'est les drogues, c'est l'alcool, c'est le chômage, c'est plein de choses. Après, il y a plein d'éléments qui font que le conjoint va être violent. Mais, je pense que les drogues, ils sont pour beaucoup de choses. Mais pas que. On a aussi... On a des personnes qui je ne vais pas dire qui ont la culture de la violence, mais qui ont banalisé la violence et qui considèrent que le fait d'insulter une femme, c'est pas très grave. Moi, j'ai déjà entendu, non, mais je l'ai juste insulté. Pardon, les insultes, mais c'est des violences morales et c'est interdit, c'est illégal. On n'a pas le droit d'insulter. Le fait de pousser sa femme ou de pousser son mari, il y a énormément de personnes qui considèrent que c'est normal, que c'est banalisé. Eh bien non, pousser son conjoint, c'est interdit. Le fait de mettre une tape sur l'épaule à son enfant et lui dire, non mais allez, vas-y... va dans ta chambre, de le dénigrer, on considère que ce n'est pas des violences. Si, c'est des violences. L'indifférence et le silence, c'est une agression aussi. Aussi. Oui, mais, il y a plusieurs formes, bien sûr. Exactement. Ouais. Mais voilà, on a vraiment une sorte de violence qui est banalisée. Et je pense que c'est important d'expliquer que les violences, non, c'est un acte qui est extrêmement grave. Et rappeler que c'est bien de dénoncer les violences conjugales et de dire aux femmes qu'elles doivent prendre conscience que ce qu'elles subissent, ce n'est pas normal et qu'elles doivent faire valoir leurs droits par rapport à ça. Mais je pense que c'est aussi important de rappeler aux personnes que se rendre coupable de violence, c'est une infraction pénale pour laquelle on encourt de la prison. Et ça, on ne le met pas assez en avant parce que les personnes se sentent puissantes. Oui, et c'est souvent, on est dans ce qu'on appelle le tyran domestique. Ils se sentent puissants parce qu'on n'a pas de peine exemplaires. Et le jour où on aura des peines exemplaires, et le jour où les médias aussi véhiculeront le message que les personnes qui se rendent coupables de violences conjugales, quelle que soit la violence conjugale, part en prison et elle est condamnée à des peines de prison et que cette peine est exécutée, peut-être que ce jour-là, ils réfléchiront à 2 fois avant de pouvoir lever la main ou pousser ou bousculer ou insulter leur conjoint. Parce que là, trop souvent, même quand on fait passer le message dans les médias, moi, les retours que j'ai, c'est ok, mais de toute façon, ils ne seront pas condamnés. Ah, mais puis de toute façon, même s'ils sont condamnés, ils n'auront que du sursis. Et puis s'ils n'ont que du sursis, eh bien, ils recommenceront. Donc, on a l'impression que de toute façon, on est face à une injustice. En général, les policiers, ils vous disent, nous, on fait notre travail, la justice ne fait rien après. Sauf qu'en l'occurrence, aujourd'hui, il y a énormément de policiers qui ne font pas leur travail. Et ça, je pense qu'il ne faut pas le passer sous silence. On a énormément de policiers aujourd'hui. Lorsqu'une femme qui est victime de violence passe les portes du commissariat, on ne la reçoit pas comme on devrait la recevoir. Et pourtant, il y a je ne dis pas que tous les commissariats sont comme ça. Et pourtant, il y a beaucoup de femmes dans le corps de la police maintenant. Eh bien, sachez que c'est souvent des femmes qui reçoivent de manière assez virulente certaines femmes victimes de violences. Ça arrive, et très souvent, c'est des femmes. On a l'impression que c'est souvent les hommes policiers, mais non. Parce qu'ils ont une surcharge de travail qui est tellement importante, ils ont des infractions qu'ils considèrent comme étant plus graves et plus importantes que celle de recevoir une femme qui vient de se faire insulter par son mari. Tentez si vous avez un jour autour de vous, et d'ailleurs si vous connaissez des femmes qui sont victimes de violences, ou hommes aussi, oui absolument, il faut le dénoncer, C'est comme aux urgences à l'hôpital, il faut attendre 3 ou 4 heures. Oui. Mais s'il fallait attendre 3 ou 4 heures pour qu'une femme puisse déposer sa plainte ou pour que l'homme puisse déposer sa plainte quand on est victime de violences conjugales, je vous dirais que c'est magnifique. Sauf que là, c'est pas ça. C'est que là, on lui dit qu'on ne prendra pas sa plainte. Ou on l'invite aussi, et ça, je pense que c'est important de le préciser, on l'invite aussi à déposer une main courante.
Mais les mains courantes... La main courante, ce n'est pas une plainte. Non, exactement. Lorsqu'une femme a le courage de passer les portes d'un commissariat pour déposer une plainte, vous prenez sa plainte. Vous êtes dans l'obligation de la prendre. C'est l'article 15-3 du Code de procédure pénale. Lorsqu'une personne souhaite déposer une plainte, les officiers de police ou les agents de police sont dans l'obligation de prendre cette plainte. On n'a pas le droit de refuser. Exactement. Le mot de la fin, parce que c'est la fin justement de l'émission, il y a des associations, comment sortir de l'enfer des violences conjugales? Les personnes qui nous regardent. Alors, il y a énormément d'associations qui sont là pour aider les femmes qui sont victimes de violences conjugales. Alors moi, personnellement, je fais partie de l'association Nous Toutes, qui accompagne et qui soutient les femmes qui sont victimes de violences conjugales. Mais comme vous l'avez dit, je pense que c'est important de le préciser parce que ça, c'est aussi un élément qu'on nous redit souvent. Les hommes aussi sont victimes de violences conjugales. Qui dit violence conjugale, dit violence dans le couple. Et le couple, c'est soit un homme, soit une femme, soit deux femmes, soit deux hommes. C'est la réalité d'aujourd'hui. Et les hommes aussi sont victimes de violences conjugales. Ils ont exactement les mêmes droits. Et comme je le dis à chaque fois, ils ont des droits. Donc, il faut que notre système judiciaire les aide à faire respecter ces droits-là. Exactement, et c'est important aussi de répéter ce que vous avez dit. Quand une femme ou un homme sont battus ou frappés, c'est pas quelque chose de normal parce qu'il y a l'auteur justement qui va lui dire bah, c'est ta faute si tu as eu des coups, donc c'est normal, c'est toi qui n'as pas été gentil. C'est toi qui as cherché, donc tu dois comprendre. Et après, c'est la victime qui s'excuse par rapport au bourreau. Donc là aussi, non, ce n'est pas normal. Exactement. Les injures, le dénigrement, les bousculades, les insultes, les crachats et les coups, ce sont des violences conjugales qui sont interdites. Vous n'avez pas le droit de traiter votre conjoint de la sorte, c'est illégal. Merci beaucoup, Maître Maghrebi, d'avoir participé à l'émission Tout en couleur aujourd'hui. Merci, Toufik Ben Lacher. Ça a été mouvementé, mais c'est très, très important justement de prévenir au niveau du cupping, prévenir au niveau de la violence conjugale. Et je vous dis merci à tous de nous avoir suivis dans cette émission Tout en couleur. À très bientôt.